Un mécanicien désargenté aide une fille enchaînée sous la pluie, ignorant qu'elle est une héritière milliardaire. La pluie s'abattait avec force sur les toits de Pittsburgh, martelant violemment les toitures métalliques du quartier industriel, tel un avertissement de la nature. Il était plus de minuit et les rues étaient calmes, trop calmes. Jake, un mécanicien de 29 ans dont les mains n'avaient connu que la graisse de moteur et les rudes journées, ferma son garage pour la nuit, sa veste en jean trempée aux épaules. Il éteignit les lumières à l'intérieur et se tourna pour partir, l'enseigne au néon terne à l'extérieur projetant une lueur rouge inquiétante sur le trottoir mouillé. Au moment où il s'engageait dans la ruelle à côté du bâtiment, un son faible et brisé parvint à ses oreilles. « À l'aide! Jaque se figia. » Il écouta de nouveau. « S'il vous plaît. Quelqu'un. » Son cœur s'accéléra tandis qu'il suivait le son, se déplaçant avec précaution derrière une benne à ordures et contournant l'arrière du garage. Puis il la vit. Une jeune femme, pas plus âgée que la mi-vingtaine, était enchaînée à la clôture en fer bordant le terrain de l'ancien entrepôt. Ses vêtements étaient trempés, ses cheveux collés à son visage et son corps frissonnait violemment. Une épaisse chaîne de fer était enroulée autour de sa taille et cadenassée au barreau derrière elle. Elle ressemblait à quelque chose sorti d'un cauchemar, un cauchemar qui durait depuis bien trop longtemps. « Jake Essevenka, Prudent, qui diable vous a fait ça ?» Sa voix tremblait. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais s'il vous plaît, si vous ne me détachez pas, je vais mourir ici. » Jake regarda autour de lui. La ruelle était vide, mais les poils de sa nuque se hérissèrent. « Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous enchaîné comme ça? » Elle toussa, puis pleura doucement. « Ils m'ont laissé ici. Je me suis échappé, mais ils m'ont retrouvé. S'il vous plaît, je n'ai pas beaucoup de temps. » Jake ne posa plus de questions. Il plongea la main dans sa sacoche à outils et en sortit un pied de biche et une pince. Ses mains travaillaient vite, ses yeux allant du cadenas à son visage pâle. La chaîne tomba au sol avec un bruit métallique. Elle s'affaissa en avant dans ses bras. Son corps entier était glacé. « Je vous tiens, » murmura-t-il, moitié pour elle, moitié pour lui-même. Il la ramena au garage, refermant la porte d'un coup de pied derrière eux et la déposant doucement sur une vieille banquette rembourrée près du radiateur. Il attrapa la serviette la plus propre qu'il avait et commença à la sécher, ses mains rudes étrangement douces. « Je ne connais même pas votre nom ?» dit-il doucement. Elle le regarda avec de grands yeux épuisés. « Vous ne voulez pas le savoir. Si vous le savez, ils viendront aussi pour vous. » Jake cligna des yeux. « Écoutez, vous débarquez enchaîné sous la pluie. Ils en ont déjà fait mon problème. » Elle eut un faible sourire, puis toussa de nouveau. Il enroula une couverture autour de ses épaules et poussa une tasse de café tiède dans ses mains tremblantes. Elle but une gorgée, puis serra la tasse contre elle comme si c'était la vie même. La pièce devint silencieuse, à l'exception du crépitement de la pluie sur le toit en tôle. Jake s'assit en face d'elle, observant le va-et-vient de sa respiration. Elle ne voulait pas dire son nom. Elle ne voulait pas dire qui il était. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont sa main s'accrochait à la sienne qui le troublait. Un désespoir silencieux, comme s'il était la première personne depuis longtemps à ne rien attendre d'elle. Et cela toucha quelque chose au plus profond de lui. Il la regarda tandis que ses yeux commençaient enfin à se fermer. Elle s'affaissa légèrement en avant, endormie, assise. Il tendit la main pour la stabiliser, et sa main retrouva la sienne, cette fois avec moins de peur, plus d'instinct. Un instant, le seul son dans le garage fut le bourdonnement silencieux du radiateur et le rythme doux de sa respiration. Il baissa les yeux sur leurs mains, les siennes tachées par des années de labeur, les siennes meurtries et tremblantes. Il expira lentement. « Quoi que ce soit, » murmura-t-il, « tu es en sécurité maintenant. Je ne sais pas dans quoi je viens de mettre les pieds, mais je jure devant Dieu que je ne les laisserai pas t'emporter. » Dehors, la tempête faisait rage. Mais à l'intérieur des murs tranquilles du garage du mécanicien, quelque chose avait commencé. Une connexion, une promesse. Un commencement qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Au matin, la pluie s'était calmée en bruine, une lumière grise filtrant à travers les vitres poussiéreuses du garage. Jake se tenait près du comptoir, versant de l'eau fumante dans une tasse ébréchée, le faible arôme de thé masquant à peine l'odeur d'huile et de graisse qui imprégnait chaque recoin de l'atelier. Sur le vieil établi où il l'avait allongé la nuit précédente, Sarah s'agita. Elle cligna des yeux face à la faible lumière, le corps raide de froid et d'épuisement. Un instant, elle regarda autour d'elle, hébétée, comme si elle ne savait pas où elle était.
Jake s'approcha, lui tendant la tasse, une serviette pliée dans l'autre main. C'est chaud. Attention. Elle se redressa lentement, les épaules tendues sous le sweat à capuche trop grand qu'il avait trouvé pour elle. Ses mains tremblaient légèrement en prenant la tasse. Merci, murmura-t-elle, la voix toujours rauque. Il ne dit rien au début, s'asseyant simplement en face d'elle, l'observant avec une inquiétude prudente. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient plus vifs maintenant, comme quelqu'un habitué à cacher la peur sous des couches de contrôle. Jake rompit finalement le silence. On devrait appeler les flics. La réaction fut instantanée. Sarah se redressa d'un coup, la tasse manquant de glisser de ses mains. Non, dit-elle, la voix tendue, presque suppliante. Pas de police. Jake fronça les sourcils. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais... Tu ne comprends pas, le coupa-t-elle, les yeux écarquillés de panique. Si je vais à la police, ils me trouveront. Ils me tueront avant même que je puisse parler. Hakela debisajea. De quoi tu parles? Qui te poursuit? Elle baissa les yeux, agrippant fermement la tasse, comme si c'était sa dernière encre. Le sweat à capuche glissa légèrement de son cou, révélant des ecchymoses profondes et sombres juste sous sa clavicule. Le souffle de Jake se coupa. Il montra doucement. Ça date d'hier soir? Elle ne répondit pas, se contentant de remonter le tissu avec des doigts tremblants. Jake se pencha en avant, sa voix plus douce maintenant. Qui t'a fait ça? Elle déglutit difficilement. Je ne peux pas tout te dire, pas encore, mais il y a des gens puissants. S'ils savent que je suis en vie, tout ce que j'essaie de protéger, c'est fini. Jake se renversa en arrière, les bras croisés. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire, moi? Sarah croisa son regard. Pour la première fois, il y eut une lueur de vulnérabilité dans sa voix. Je ne te demande pas de régler ça. J'ai besoin d'un endroit où me cacher, juste pour un petit moment. Un endroit où je peux réfléchir. Jake hésita. Il avait vu toutes sortes de personnes brisées passer par ce quartier de la ville. Des toxicos, des fugueurs, des âmes perdues. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Quelque chose de vif, comme si elle avait été entière autrefois, puissante même, et qu'elle se battait maintenant comme une diablesse pour survivre. Il se leva, attrapa une couverture de rechange sur l'étagère du fond et la lui lança. « Tu peux rester. Pour l'instant. » Sarah le regarda, surprise. « Pourquoi m'aides-tu » Jake haussa les épaules, se dirigeant vers sa boîte à outils. « Tu avais l'air d'avoir besoin d'aide. Ça me suffit. » Elle baissa les yeux, et un bref instant, quelque chose dans sa posture s'adoucit. Tandis que Jake retournait travailler sur un alternateur en panne de l'autre côté de la pièce, il ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil vers elle de temps en temps. Elle était assise, recroquevillée sur la banquette, sirotant son thé, ses yeux balayant constamment les ombres, les fenêtres, les issues. Toujours alerte, toujours prête à affronter la prochaine menace. Qui qu'elle fût, quoi qu'elle cachât, il était clair que cette femme fuyait quelque chose de bien plus grand que d'eux. Et Jake, pour des raisons qui ne pouvaient expliquer, n'était plus disposé à la laisser fuir seule. Les néons de la station-service vacillaient sous le ciel gris de Pittsburgh. Jake essuya la sueur de son front, l'odeur d'essence imprégnant ses vêtements. Il venait de sortir chercher un bidon d'huile quand la voix attira son attention. Basse, urgente, provenant de derrière le mur latéral près de la machine à glaçons. Elle est toujours là, la fille Sterling. Je me fiche de comment, trouvez-la, finissez en avant que quiconque n'entende un mot. Hake se fija. Il s'approcha furtivement, se cachant derrière un distributeur automatique, le cœur battant. L'homme au téléphone portait un trench-coat noir, parlant rapidement dans un téléphone prépayé. Non, elle s'est échappée. Je ne sais pas comment, occupez-vous-en. Pas de témoin. Puis il disparut dans la rue brumeuse. Jake resta là un moment de plus, l'estomac noué. Sterling, ce nom, ça lui disait quelque chose. Il retourna au garage en silence, les mots résonnant dans sa tête. Quand il entra, Sarah était assise sur le vieux canapé, enveloppée dans la couverture qu'il lui avait donnée. Elle leva les yeux, le regard rempli d'une terreur silencieuse. Jake ferma la porte derrière lui et la verrouilla. Puis il se tourna vers elle. « Qui es-tu, vraiment ?» Sarah Serraidit. « J'étais à la station-service, » dit Jake. « J'ai entendu quelque chose, un homme au téléphone. Il t'a appelé la fille Sterling, a dit que tu t'étais échappé, qu'il devait en finir avant que quiconque n'entende un mot. » La couleur quitta son visage. Jake s'approcha.
Si je dois te protéger, j'ai besoin de savoir la vérité, toute la vérité. Les mains de Sarah tremblaient sur ses genoux. Sa voix se brisa quand elle parla enfin. Je m'appelle Sarah Sterling. Jake cligna des yeux. Comme dans Sterling Energy, elle acquiesça. Je suis la dernière Sterling. Un lourd silence s'installa. Sarah prit une inspiration tremblante. Mes parents sont morts dans un accident d'avion l'année dernière. Ça a été classé comme un accident, mais je ne crois pas que c'en était un. Jake ne bougea pas. Mon frère, Victor, a pris la relève après leur mort. Le conseil d'administration l'a laissé diriger l'entreprise. J'étais encore en deuil, j'essayais de comprendre. Mais j'ai commencé à voir des choses, dans les chiffres, des transferts, des fonds manquants. Jake s'assit en face d'elle, écoutant sans un mot. Je l'ai confronté il y a 2 semaines, continua Sarah, la voix à peine un murmure. Je lui ai dit que j'avais les dossiers. Je lui ai dit que j'allais voir le conseil. 2 nuits plus tard, quelqu'un est entré par effraction dans mon appartement. J'ai été drogué, je me suis réveillé enchaîné à une clôture au milieu de nulle part. Ses mains se crispèrent sur la couverture. J'étais censé mourir dans cette tempête, et personne ne se serait posé de questions. Juste une autre fugueuse, une autre fille disparue dans la nuit. Jake déglutit difficilement. Et maintenant, demanda-t-il, tu as toujours les dossiers. Sarah acquiesça. Je les avais sauvegardés sur une clé USB. Je les cachais, quelque part où personne ne penserait à chercher. Mais je ne peux pas y accéder seul. Ils surveillent. Ils savent que je suis en vie maintenant. Jake se pencha en avant, la mâchoire serrée. Tu es en train de me dire que ton propre frère a essayé de te faire tuer? Elle croisa son regard, des larmes menaçant derrière la force de ses yeux. Oui, parce que je suis la seule personne qui reste capable de l'arrêter. Un long silence s'étira entre eux. Jake se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue luisante de pluie. Pendant longtemps, il ne dit rien. Puis il se retourna. Tu aurais dû mourir cette nuit-là, dit-il doucement. Sarah détourna le regard. Mais tu n'es pas morte, continua Jake. Et peut-être que ça signifie quelque chose. Elle tourna de nouveau son visage vers lui. Tu n'es plus seul, dit-il. Je suis là-dedans, quoi qu'il en coûte. Le souffle de Sarah se coupa alors que le poids de ses mots s'imposait à elle. Elle avait été seule, dans le noir, pendant si longtemps. Personne à qui faire confiance. Nulle part où fuir. Et maintenant, voici quelqu'un qui connaissait la vérité et choisissait quand même de rester. Sa main s'avança lentement, presque involontairement, et Jake la prit sans hésitation. Dans ce petit geste, dans la pénombre du garage, quelque chose changea. Jake savait dans quoi il s'engageait. Une guerre de pouvoir, d'argent et de sang. Mais en regardant dans les yeux de Sarah, il savait aussi ceci. Il n'allait pas la laisser se battre seule. La pluie tombait comme des aiguilles du ciel alors que Jake et Sarah se tenaient au bord de la ruelle, fixant la clôture rouillée qui menait vers le quartier des anciens entrepôts. Jake avait une main sur la clé à molette glissée dans sa ceinture, la seule arme qu'il pouvait porter sans attirer trop l'attention. Sarah serrait une carte en papier pliée dans ses mains tremblantes, l'encre commençant à baver à cause de l'air humide. Son autre main restait appuyée à l'intérieur de son manteau, comme pour protéger son cœur. La clé USB est cachée sous les vieilles étagères de fournitures, dans le coin le plus éloigné de l'entrepôt. Je l'ai laissée là avant qu'il me trouve, murmura Sarah, ses yeux scrutant l'obscurité comme un animal traqué. Hakea kieska, la machoide serrée. Faisons vite, entrée et sortie, en silence. Ils se glissèrent dans la ruelle, enjambant les flaques d'eau et les caisses brisées, leurs pas étouffés par le bruit de la tempête. L'entrepôt se dressait devant eux comme un géant endormi. Sa peau de métal ondulait s'écaillant par couches, les fenêtres brisées, des graffitis gribouillés sur ses os rouillés. Jake tendit la main, poussa lentement la porte latérale, les gonds gémirent comme un avertissement. À l'intérieur, l'obscurité les engloutit. Leur souffle formait des nuages dans l'air froid, tandis qu'ils se déplaçaient à pas de loup sur le sol poussiéreux, chaque pas un écho. Sarah désigna le mur du fond. Là-bas, derrière cette rangée de caisses. Mais alors qu'ils atteignaient le milieu du chemin, le silence se brisa, un lourd craquement de verre derrière eux. Jake pivota, l'instinct en alerte. À terre. Il poussa Sarah au sol alors que la première balle sifflait dans les airs, frappant le mur de béton où elle se tenait juste une seconde auparavant. Un autre tir frôla la tête de Jake. Il se baissa, repérant une silhouette massive émergeant des ombres,
pistolet levé. Sans hésitation, Jake se jeta en avant, brandissant la lourde clé à molette de toutes ses forces. Elle heurta avec un craquement esséurant et l'homme tomba. Sarah se précipita à couvert derrière une poutre d'acier rouillé, le souffle court. 2 autres silhouettes apparurent de l'autre côté de l'entrepôt, armes au poing, hurlant des ordres dans le chaos. « Ils nous ont trouvés !» cria-t-elle, la voix brisée par la panique. Jake attrapa sa main, la tirant vers le haut. « Cours !» Ils sprintèrent, zigzagant entre les machines rouillées, se baissant sous les chaînes pendantes et les échafaudages brisés. Les assaillants étaient juste derrière eux, leurs pas martelant le sol en béton trempé, les coups de feu illuminant l'obscurité. Jake repéra une porte devant eux et l'ouvrit d'un coup d'épaule. Par ici. Ils débouchèrent dans la nuit, atterrissant sur un chemin de gravier flanqué de vieilles voies ferrées. Le brouillard roulait bas sur les rails, tourbillonnant dans l'air comme des fantômes. Sarah trébucha, son pied se prenant dans une planche lâche, mais Jake la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Un coup de feu retentit. Jake grogna, une tache rouge fleurissant sur le haut de son bras. Il serra les dents, tituba mais ne s'arrêta pas. « Jake !» hurla Sarah, voyant le sang imbiber sa manche. « Je vais bien, » halta-t-il. « Continue d'avancer. » Ils trouvèrent refuge dans un ancien tunnel de maintenance près des voies, se faufilant sous l'entrée à moitié effondrée, entouré par l'obscurité et la pluie ruisselante. Jake s'appuya contre le mur de béton froid et glissa au sol, le souffle court. Sarah s'agenouilla à côté de lui, relevant frénétiquement sa manche, les doigts tremblants. « Tu saignes. Mon Dieu, Jake, c'est grave. » Il lui adressa un sourire en coin, les yeux vitreux de douleur. « Juste une égratignure. Tu as besoin d'un hôpital. » « Non, pas d'hôpital, pas de flic. On n'a pas encore fini. » Sarah le regarda, des larmes aux yeux. « Tu risques tout pour moi. » Il toucha sa main, sa voix calme et ferme. « On a besoin de cette clé USB. On termine ça ce soir. » Elle acquiesça lentement, submergée par le poids de tout cela. « C'est juste que je ne pensais pas que quelqu'un ferait ça pour moi. Je ne pensais pas que j'avais autant d'importance. » Jake la fixa, la pluie coulant sur son visage. « Tu comptes pour moi. » Elle se figea. Les mots la frappèrent comme la foudre. « Si tu as peur, murmura-t-elle, tu peux partir. Je ne te demanderai pas de rester. »« J'ai peur, » admit Jake, sa voix basse et assurée. « Mais pas pour moi. J'ai peur de ce qui arrivera s'ils te reprennent. J'ai peur de ce qu'ils te feront. J'ai peur qu'ils te réduisent au silence pour toujours. » Il prit sa main dans la sienne, striée de sang et tremblante. « Je préférais mourir plutôt que de laisser ça arriver. » Les défenses de Sarah s'effondrèrent. Les larmes coulèrent alors qu'elle se penchait en avant et posait son front contre le sien. « Personne n'est jamais resté, » murmura-t-elle. « Personne ne s'est jamais battu pour moi. » Jake ferma les yeux. « Alors, laisse-moi être le premier. » Ils restèrent assis là dans le noir, le cœur battant vite et incertain, mais alignés pour la première fois. Dehors, la pluie tombait comme un deuil. À l'intérieur, cela ressemblait à de l'espoir. Sarah essuya ses joues. Sa voix, bien que douce, était résolue. « On récupère cette clé, » dit-elle. « Et ensuite, on le fait tomber. » Jake acquiesça. Ensemble. Et ensemble, ils se relevèrent, affrontant une fois de plus la tempête. L'entrepôt était silencieux, à l'exception du faible bourdonnement de la clé USB branchée sur l'ordinateur portable poussiéreux de Jake. L'écran brillait dans la pénombre, révélant une cascade de documents, de virements bancaires, de mails cryptés, de comptes offshore. Ligne après ligne confirmait ce que Sarah craignait depuis le début. Jake était assis, immobile, la mâchoire serrée, les yeux parcourant l'écran tandis que les données se déroulaient comme une confession. « Tout est là, » dit-il doucement, à peine plus fort qu'un murmure. « Il a déplacé des millions. Des mois avant que l'avion de tes parents ne s'écrase. » Sarah se tenait derrière lui, les bras enroulés autour d'elle comme pour maintenir son propre corps. Son regard était fixé sur l'écran, immobile, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait en respiration courte et délibérée. « Comment a-t-il pu ?» dit-elle, la voix tremblante. « Il a tout planifié. Mon Dieu, il n'a même pas attendu longtemps après leur disparition. Il savait exactement ce qu'il faisait. » Jake se tourna sur sa chaise, son visage éclairé par la lumière bleue et froide du moniteur. « Sarah, ce n'est pas seulement de la fraude. C'est prémédité, coordonné. C'est un coupe-circuit fatal pour quiconque essaie de le dénoncer. » Il désigna les fichiers. «
Si tu rends ça public, il va te tomber dessus avec tout ce qu'il a, avocat, médias, peut-être même pire. Je sais, murmura-t-elle. Il se leva lentement, lui faisant face maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait refiler ça à quelqu'un d'autre, aller voir un journaliste, le laisser sortir l'histoire, rester dans l'ombre. Les yeux de Sarah vacillèrent vers la clé USB sur la table, comme si c'était une grenade sur le point d'exploser. Elle se dirigea vers elle, ses bottes résonnant doucement sur le béton. Elle ne la toucha pas. Elle la fixa seulement. Si je refile ça, dit-elle doucement, je disparaîtrai à nouveau. Yeme Kacherai. C'est ce qu'il veut. C'est comme ça qu'il gagne. Jake resta silencieux. Il sentait la tempête en elle monter juste sous la surface. Je n'ai plus peur de lui, continua-t-elle. Plus comme avant. Les yeux de Jake ne la quittaient pas. Alors, de quoi as-tu peur? Sarah releva la tête et pour la première fois depuis des heures, peut-être des jours, il vit quelque chose de différent. Le feu dans ses yeux était toujours là, mais derrière, quelque chose de fragile brillait. J'ai peur de te perdre. Les mots tombèrent dans la pièce comme une pierre. Jake cligna des yeux, pris au dépourvu. Je n'ai jamais eu personne pour se mettre entre moi et le danger avant, dit-elle. Sa voix, douce mais assurée. Jamais personne ne s'est mis en danger pour moi. Tu l'as fait. Pas une fois. Pas parce que tu devais le faire, mais parce que tu as choisi de le faire. Et maintenant, j'ai peur. Parce que tu es devenu la seule chose que je ne veux pas perdre. Sa voix se brisa et elle se détourna. Victor a déjà tout pris. Mes parents, ma maison, mon nom. Si je te perds aussi. Jake n'attendit pas. Il traversa l'espace entre eux en deux longues foulées et prit son visage entre ses mains, la tournant doucement vers lui. Tu ne me perdras pas, dit-il. Tu ne peux pas promettre ça, répondit-elle, la douleur aiguisant sa voix. Tu ne sais pas ce qui arrive. Non, dit Jake, mais je sais ceci. Je me suis battu trop longtemps pour tenir les gens à l'écart. Je n'aurais jamais pensé trouver quelqu'un comme toi, Sarah. Tu es entrée dans ma vie, brisée et en feu, et tu n'as pas demandé d'aide. Tu en as donné. Tu m'as fait croire à nouveau en quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Ses larmes glissèrent sur ses joues, silencieuses et sans honte. Alors ne reste pas en vie pour lui, ou pour l'entreprise, ou pour une quelconque idée de justice. Dit Jake, la voix assurée. Reste en vie pour nous, pour la chance qu'il y ait plus que la fuite, le combat et la peur. Sarah se blottit contre son contact, ses mains couvrant les siennes. Elle ferma les yeux, pressant son front contre le sien. Ils restèrent là longtemps, sans rien dire, laissant leur corps parler d'une manière que leur bouche ne pouvait pas. Puis lentement ils s'embrassèrent, non pas avec désespoir mais avec vérité, dans toute l'émotion silencieuse et douloureuse qui s'était construite entre eux. Plus tard, ils s'allongèrent sur le petit lit de camp rangé derrière un vieil établi dans l'arrière-salle du garage. La couverture usée les couvrait à peine, mais aucun d'eux ne le remarqua. La tête de Sarah reposait sur la poitrine de Jake, son rythme cardiaque un rythme régulier sous son oreille. « Promets-moi quelque chose, murmura-t-elle. « N'importe quoi, dit-il, les doigts emmêlés dans ses cheveux humides. Quand ce sera fini, quand Victor sera parti, ne disparais pas. Ne redeviens pas le type qui ne laisse personne entrer. » Jake eut un petit rire. « Tu es coincé avec moi maintenant, Sarah Sterling. » Une larme coula du coin de son œil, mais ce n'était pas de tristesse. À cet instant, elle n'était pas la fille d'un milliardaire ou la dernière héritière d'un empire. Elle n'était pas la fille traquée sous la pluie ou la cible de l'ambition d'un homme puissant. Elle était juste une femme, courageuse, terrifiée, profondément aimée. Et Jake, le mécanicien pauvre aux mains calleuses et au passé cabossé, ne se sentait plus comme un homme réparant des choses brisées. Il avait trouvé quelque chose qui valait la peine d'être construit. Ils se tinrent serrés l'un contre l'autre, non par peur, mais parce qu'ils savaient que le lendemain matin pourrait apporter la guerre. Mais ce soir, ils savaient l'un l'autre. Et parfois, c'était suffisant. Jake était assis dans l'arrière-salle sombre d'un magasin de réparation d'ordinateurs d'un ami, la lueur de 3 moniteurs projetant son visage dans une lumière bleu pâle. Le bourdonnement des machines l'entourait, se mêlant au faible grésillement des ampoules fluorescentes au-dessus de sa tête. Sarah était assise à côté de lui sur un tabouret en métal usé, les genoux légèrement relevés, les bras étroitement croisés sur sa poitrine. Elle avait à peine parlé depuis leur arrivée, son regard fixé sur les lignes de code défilant sur l'écran central, observant les journaux de mai et les relevés bancaires se télécharger sur un cloud sécurisé.
La pièce sentait la poussière, la soudure, le vieux plastique et la tension persistante de la décision. « Tu es sûr de ça ?» demanda Jake, la regardant de côté. Ses doigts planaient au-dessus du clavier, hésitant juste une seconde de plus. Sarah acquiesça lentement. « Soit on fait ça, soit on continue de fuir, » dit-elle, sa voix ferme et calme. « Et j'en ai fini de fuir. » Jake expira, le souffle long et chargé de poids. Il cliqua sur « Envoyer ». D'une simple pression sur une touche, le fichier fut projeté dans le cyberespace, des copies acheminées par des tunnels cryptés vers un journaliste d'investigation de confiance, une autre vers un contact que Jake avait autrefois aidé à l'époque où il était mécanicien, qui travaillait maintenant pour le FBI. Des sauvegardes supplémentaires étaient programmées pour être diffusées à intervalles réguliers, dispersées sur plusieurs sites, au cas où quelqu'un essaierait d'enterrer la vérité. « C'est fait, » dit-il doucement, se penchant en arrière sur sa chaise, le silence entre eux maintenant plus lourd que jamais. Ils échangèrent un long regard, pas un regard de victoire, quelque chose de plus profond, une compréhension silencieuse et partagée de ce qu'ils venaient de risquer, de ce qui pourrait arriver ensuite. Le regard de deux personnes qui avaient sauté d'une falaise et étaient encore en plein vol. Jake se leva et étira ses épaules endolories. Il faudra quitter la ville avant demain matin, avant que Victor ne réalise ce qui se passe. Sarah hésita, puis elle plongea la main dans sa veste et en sortit un petit morceau de papier plié, froissé, usé sur les bords. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Jake. « Mon dernier message à Victor, » répondit-elle. Ses yeux ne quittèrent pas le papier. Un adieu, un avertissement, une confession, peut-être quelque chose qu'il lira avant qu'il ne l'emmène. Jake la regarda, l'admiration vacillant sous son expression prudente. « Tu es sûr ?» Elle acquiesça. « Je dois le faire ?» dit-elle. « C'est mon frère. Je veux qu'il sache que je n'ai plus peur de lui, que je ne me cache pas. » Cette nuit-là, ils séjournèrent dans un motel délabré en bordure de la ville. L'enseigne au néon, Vacancy, clignotait à travers les stores comme un lambattement de cœur. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le moisi et le vieux nettoyant pour tapis. Sarah était assise au bureau du motel, un stylo à la main, les yeux fixés sur la page devant elle. Elle écrivait avec une précision mesurée, chaque lettre nette et délibérée. Elle disait à Victor qu'elle connaissait la vérité, que les mensonges s'étaient taris, que le sang sur ses mains, celui de leurs parents, celui de sa liberté volée, ne serait plus caché. Elle lui rappela les histoires que leur mère leur lisait, comment il lui tenait autrefois la main quand elle avait peur du noir. Elle écrivit que la petite sœur qu'il aimait autrefois était morte au moment où il avait vendu sa confiance pour le pouvoir, puis elle termina par une seule phrase, son stylo s'arrêtant juste avant de l'écrire. « J'espère que tu trouveras ce qui reste de ton âme avant qu'il ne soit trop tard. » Elle plia la lettre, la glissa dans une enveloppe neutre, le lendemain matin, la laissa dans la boîte aux lettres devant la tour de bureaux étincelante de Victor, en plein centre-ville. Puis ils attendirent, et la ville explosa. À la mi-journée, les gros titres étaient partout. L'Empire sterling secoué par un scandale. Un héritier milliardaire fait l'objet d'une enquête criminelle. Des preuves de lanceurs d'alerte révèlent détournement de fonds et fraude. Puis vinrent les séquences vidéo, des clips de téléphone portable granuleux, des actualités divulguées, de Victor escorté hors de sa propre salle de conseil menottée. Son visage était pâle, les lèvres pincées en une ligne serrée, ses yeux un mélange de fureur et d'incrédulité alors que les flashs crépitaient autour de lui. Son costume sur mesure était impeccable, mais quelque chose en lui s'était déjà effiloché. Sarah regarda les informations depuis le bord du lit du motel, les jambes repliées sous elle, la couverture du motel drapée sur ses genoux comme un fragile bouclier. Jake était assis à côté d'elle, silencieux, absorbant le moment. Il tendit la main et prit la sienne. « Tu l'as fait ?» dit-il doucement. Sarah ne sourit pas, elle cligna à peine des yeux. « Je pensais que je me sentirais libre, » murmura-t-elle, « mais tout ce que je ressens, c'est du vide. » Jake la serra plus près, enroulant son bras autour de ses épaules, sa tête reposant contre sa poitrine. « C'est ce que l'on ressent avec le deuil, » murmura-t-il. « Ce n'est pas la justice qui fait mal, c'est la perte de ce que tu espérais qu'il soit. » Sa voix se brisa. « C'était ma famille. » Jake lui embrassa doucement le sommet de la tête. « Maintenant, tu peux choisir ta famille. » Dehors, le monde continuait sa route. Des voitures passaient, des voix dérivaient des chambres voisines, mais à l'intérieur de cette petite chambre de motel, tout était calme. Un souffle retenu dans le silence après la tempête.
À la télévision, les yeux de Victor croisèrent la caméra juste avant qu'il ne se baisse pour rentrer dans la voiture noire qui attendait devant le palais de justice. Il disparut derrière les vitres teintées. Sarah ne détourna pas le regard. Jake entrelaça ses doigts dans les siens et elle s'y accrocha, plus fort que jamais. Ce n'était pas la fin, c'était le commencement. Un mois s'était écoulé depuis l'arrestation de Victor. La frénésie médiatique avait commencé à se calmer. Les caméras ne stationnaient plus devant l'ancien Pontouse de Sarah et, pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression de pouvoir respirer. Elle avait officiellement démissionné du conseil d'administration de Sterling, soumis une déclaration signée à la presse. Je renonce à toute prétention sur la fortune Sterling et ses avoirs. Ma seule richesse est la liberté de faire le bien. Et elle le pensait. Au lieu des salles de conseil et des gardes du corps, Sarah franchissait maintenant les portes d'un petit bâtiment en briques nichées en bordure d'un quartier populaire de Pittsburgh. L'enseigne au-dessus indiquait « Centre communautaire Nouveau Départ ». À l'intérieur, Jake terminait son atelier de mécanique avec 3 adolescents, les mains noires de graisse et leur rire résonnant dans le hall. Il leva les yeux quand Sarah entra, ses yeux s'illuminant comme à chaque fois. Sarah sourit et se dirigea vers la pièce voisine, où elle offrait des conseils juridiques et un accompagnement aux femmes fuyant la violence domestique et les expulsions abusives. Elle avait vu le pire de ce que le pouvoir pouvait faire, et maintenant elle utilisait ses connaissances pour protéger les plus démunis. Un après-midi, alors que Sarah organisait des formulaires d'admission, une fille d'accent grave, peine 12 ans, s'approcha timidement. Elle avait de grands yeux marrons, une silhouette trop mince et un sac à dos qui semblait plus lourd que son corps. « Mademoiselle Sarah » murmura la fille. Sarah s'agenouilla à côté d'elle. « Salut, ma puce, comment t'appelles-tu »« Kaylee » dit la fille, la voix tremblante. « Je voulais juste vous dire merci. » Sarah fronça doucement les sourcils. « Pourquoi » Kaylee sortit un prospectus froissé de sa poche. « Ma maman, elle a vu ça. Elle a dit qu'on devait fuir. On est venu ici. Ils l'ont aidé à trouver un refuge. Et elle a dit que c'était grâce à vous. » Sarah retint des larmes soudaines. Kaylee continua doucement. « Vous n'êtes pas une princesse ou quoi que ce soit, mais ma maman dit que vous nous avez sauvé la vie. » Sarah resta agenouillée là, abasourdie, son cœur se fendant d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle serra doucement Kaylee dans ses bras, tenant la petite fille comme si elle était faite de verre et de force à la fois. « Je ne suis pas une princesse, Kaylee, » murmura Sarah, « mais je te promets que tu es en sécurité maintenant. » Ce soir-là, Sarah sortit alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur le jardin sur le toit qu'il cultivait pour le centre. Jake se tenait là, s'essuyant les mains sur un chiffon, le visage fatigué mais content. « Grosse journée » demanda-t-il. « La meilleure jusqu'à présent » répondit-elle. Jake sourit. « Tu es sûr que tout ça te convient? Pas de salle de conseil, pas de chauffeur, pas d'empire ?» Sarah regarda la rue, où des enfants faisaient du vélo et une fresque murale était peinte par des bénévoles. Elle glissa sa main dans la sienne. « J'ai passé toute ma vie à m'entendre dire qui je devais être, » dit-elle. « Maintenant, c'est moi qui décide, et je choisis ça. » Elle se tourna complètement vers lui, sa voix plus douce. « Toi. C'est avec toi que je recommence. Pas Sterling, pas le passé, toi. » Jake ne dit rien. Il la prit simplement dans ses bras et la serra alors que les lumières de Pittsburgh commençaient à scintiller, non pas avec des caméras ou des gros titres, mais avec la vraie vie, et Sarah, pour la première fois depuis des années, ne se sentit plus fuir quoi que ce soit. Elle se sentait chez elle. Le vent du Monongahela était doux ce soir-là, assez chaud pour chasser le froid, mais assez léger pour laisser le silence s'installer entre eux. Jake et Sarah se tenaient sur le vieux pont d'acier juste à l'extérieur de la ville, l'eau en dessous capturant chaque dernier rail de lumière dorée du soleil couchant. Le ciel au-dessus de Pittsburgh était peint de nuances de rose et d'ambre, s'estompant lentement dans le crépuscule. Au loin, les lumières de la ville commençaient à scintiller, pas loin, mais assez loin. Jake appuya ses avant-bras sur la rambarde, les yeux regardant l'eau dériver. À côté de lui, Sarah laissait le vent jouer dans ses boucles lâches, son manteau déboutonné, sa respiration régulière. Le garage était derrière eux maintenant. Autrefois un espace poussiéreux et oublié, il était devenu un havre de paix, non seulement pour les moteurs, mais aussi pour les cœurs. Un centre communautaire construit à partir de rêves tachés de graisse et de morceaux d'un passé qu'ils n'avaient plus à fuir. Ils avaient commencé avec rien, et d'une certaine manière, c'était tout. Avant,
Je pensais que j'étais juste brisé, dit Jake, rompant le silence, un mécanicien fichu dans un monde qui n'avait pas besoin de moi, réparant juste des choses parce que je ne pouvais pas me réparer moi-même. Sarah se tourna lentement vers lui, ses yeux brillants dans la douce lumière. Mais ensuite tu es arrivé, continua-t-il, sa voix basse, trempée, enchaînée, perdue, et d'une manière ou d'une autre, tu as vu quelque chose en moi que personne n'avait jamais vu. Elle s'approcha, posant doucement sa paume contre sa poitrine. Tu n'as jamais été brisé, Jake. Tu attendais juste le bon moteur pour redémarrer. Il eut un petit rire, sa main couvrant la sienne. Et toi, dit-il, tu étais censé être inaccessible, la milliardaire Sarah Sterling. Mais la vérité, c'est que tu es plus réel que quiconque que j'ai jamais rencontré. Sarah leva les yeux vers lui, des larmes se formant mais ne coulant pas. Sa voix tremblait, non de peur mais de vérité. Tu es la première personne qui m'a regardé et n'a pas vu un nom de famille ou une fortune. Tu m'as vu, moi, et tu es resté. Je resterai toujours, murmura-t-il. Les mots n'étaient pas grandioses, ils n'étaient pas parés de diamants ni accompagnés d'orchestre, mais ils étaient du genre à se graver dans les os. Ils se penchèrent l'un vers l'autre, sous le crépuscule chaud d'une ville qui avait autrefois tenté de les engloutir tous les deux, ils s'embrassèrent. Non plus par peur ou par désespoir, mais par choix, par amour. Alors que les derniers rayons de soleil plongeaient sous l'horizon, le monde autour d'eux s'immobilisa. Il n'y avait pas de journalistes, pas de salle de conseil, pas de trahison ni de contrat de plusieurs milliards de dollars. Juste deux personnes qui s'étaient trouvées sous la pluie et avaient décidé de s'accrocher, non pas pour ce qu'elles avaient, mais pour ce qu'elles étaient devenues. Et à cet instant, enveloppé dans la lumière de quelque chose qui ressemblait à la paix, Jake murmura contre ses lèvres. On n'a pas besoin de grand-chose, Sarah, juste ça, juste nous. Elle sourit, hochant la tête alors que son front reposait contre le sien. Juste nous, répéta-t-elle. Et derrière eux, la rivière continuait de couler, stable, forte, comme l'amour qui était né de la tempête. Si cette histoire a remué quelque chose au plus profond de vous, si elle vous a rappelé que même sous la pluie la plus sombre, l'amour peut encore être trouvé et que la rédemption est possible lorsque deux cœurs se choisissent envers et contre tout, alors vous êtes au bon endroit. Chez Histoires qui touchent l'âme, nous vous apportons des récits puissants de résilience, de sacrifice et de ce genre d'amour qui guérit les blessures et réécrit les destins. Dites-nous dans les commentaires quelle partie vous a le plus touché, et si vous croyez à la magie des secondes chances, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire qui parle directement à l'âme. Jusqu'à la prochaine fois, continuez de croire en l'amour, en l'espoir et en la beauté d'un cœur qui ose se soucier des autres. Ceci est Histoire qui touche l'âme, où chaque histoire est un voyage de retour au foyer.